Immense plaisir que je vous présente notre cher Florent Brière, ostéopathe et formateur inspirant, mondialement reconnu dans son domaine. Fort de quelques années d'expérience, Florent a su allier passion et expertise pour nous donner des interventions poignantes. Il a été sollicité plusieurs fois pour exporter ses formations hors du cadre hexagonal. Je pense à Saint-Pétersbourg, en Russie, à l'Institut de Cameron Moody au Canada, plus dernièrement au Brésil. Il a su créer une atmosphère de dynamisme, interactivité, qui ont favorisé un échange et un apprentissage vraiment au-delà de la barrière de la langue. Tu as su casser les codes, surtout au Canada. Petit clin d'œil à nos amis québécois que nous adorons. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. À travers tes logs de voyage, Florent, tu nous montres que le succès n'est pas la clé du bonheur, mais le bonheur est la clé du succès. Et si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Ça vient pas de moi, bien évidemment. C'était les dires d'un philosophe alsacien nommé Albert Schweitzer. En plus de ses interventions, Florent, il est coordinateur pédagogique des FP4. Il est responsable des mémoires, responsable des cliniques, responsable pédagogique à Eurostéo et accessoirement ostéopathe. On se demande vraiment ses compétences managériales s'ils sont dignes d'un surhomme. Bref, je pense que mon admiration pour Flo n'est plus en secret. Nous avons la chance de l'accueillir ce soir pour partager ses connaissances et son expertise. Préparez-vous à être inspiré, à découvrir des nouvelles perspectives. Sans tarder, Monsieur Florent Brière. Obrigado, c'est ça? Obrigado. Donc, je vais vous parler du cœur hélicoïdal. Alors, je suis désolé, je vais plomber un tout petit peu l'ambiance en vous parlant de cas cliniques qui sont assez nombreux sur PubMed. Alors, je ne vais pas vous parler de ce cas-là. Je vais vous parler du cas de Marianne. Marianne, c'est une femme de 45 ans et qui rentre aux urgences avec des symptômes d'infarct, on va dire, de problèmes cardiovasculaires importants. Je ne veux pas faire coup de Diop, mais voilà, des essoufflements, des oppressions dans la poitrine. Et donc, les urgentistes s'inquiètent et ils lui font passer toute une batterie d'examens, un électrocardiogramme qui revient quasi normal, des prises de sang, à la recherche d'enzymes cardiaques. Et puis, ils sont amenés à lui passer un examen ici qui est une ventriculographie, ici, ou en tout cas un IRM de cette fonction cardiaque, et on s'aperçoit que ce cœur ici, entre la diastole, c'est-à-dire sa décontraction et sa contraction, on s'aperçoit que le cœur, au moment de sa contraction, le ventricule gauche ici, a une forme un petit peu bizarre. Au lieu d'avoir une contraction assez complète, on retrouve une contraction au niveau de la base du cœur, donc c'est-à-dire au niveau des valvules auriculo-ventriculaires et enfin de la partie haute. Et par contre, l'apex, lui, est complètement dilaté à cet endroit-là. Et donc, bizarrement, Marianne, elle n'a pas du tout un infarct. Elle rentre dans une pathologie un petit peu particulière qui a été décrite dans les années 80 ou 90 au Japon et qui s'appelle la cardiomyopathie de Takotsubo, là, ce que vous voyez là. Donc la cardiomyopathie de Takotsubo, là on fait une ventriculographie, c'est-à-dire qu'on injecte un produit de contraste à l'intérieur du ventricule et on s'aperçoit effectivement que ce ventricule, donc le vide du ventricule ici, là où se retrouve le sang d'habitude, bien au lieu d'avoir une forme complètement comprimée sur lui-même, on se retrouve avec une dilatation de cette partie apicale du ventricule gauche qui ressemble étrangement à cette espèce d'outil qui est un outil de pêche qui s'appelle un takotsubo au Japon, qui est en fait une espèce de piège à poulpe en fait. Ils mettent ça dans l'eau, ils mettent des proies à l'intérieur et le poulpe rentre à l'intérieur et une fois qu'il est à l'intérieur, il peut plus s'échapper. Ça s'appelle un takotsubo et les cardiologues japonais ont trouvé effectivement que ça ressemblait étrangement
à un Takotsubo, et donc ils sont appelés ça la cardiomyopathie Takotsubo. C'est pas la cardiomyopathie de Takotsubo, hein, c'est pas une personne, c'est vraiment cardiomyopathie Takotsubo parce que ça ressemble à cette forme-là. Et voilà, sur d'autres images plus schématisées, effectivement, on retrouve là une contraction normale du ventricule gauche, vous voyez, plutôt effilée, avec la base et l'apex qui sont très contractés, et là, une dilatation complète de cette partie apicale du ventricule gauche. Marianne, dont on parlait tout à l'heure, il faut savoir que 10 jours avant de rentrer aux urgences avec ses pathologies cardiaques, elle a perdu son fils. Son fils a été emporté par une vague, et on ne l'a jamais retrouvé. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du cœur brisé, on appelle ça. Donc, ce syndrome du cœur brisé, dont on connaît bien le mécanisme physiopathologique ici, que je vais vous présenter, c'est suite à une émotion très importante. Et vous avez les structures de l'encéphale qui sont en lien avec les émotions qui vont être extrêmement stimulées. Et suite à cette stimulation, on va avoir une réaction neurovégétative qui va agir via le système parasympathique et sympathique sur la contraction cardiaque. Ça, on le sait, c'est habituel. Et puis, de manière aussi physiologique, le système sympathique va agir sur les surrénales qui vont entraîner des décharges de catécholamines. Et ces catécholamines ont, semble-t-il, une influence très négative sur le myocarde et vont entraîner, quand c'était extrêmement violent, une espèce de paralysie, on va dire une sidération de ce myocarde qui entraîne ce fameux syndrome du cœur brisé, ce syndrome de Takotsubo. Il faut savoir que physiologiquement, sans aller dans ces extrêmes, c'est une réaction normale. Une émotion, quelle qu'elle soit, vient réagir, va être traduite au niveau de la partie émotionnelle de l'encéphale, au niveau du diencéphale, va s'exprimer au niveau du viscère, et après, cette symptomatologie remonte au niveau du cerveau et est perçue au niveau du cerveau, dans cette zone-là qu'on appelle l'insula. Ça, c'est physiologique, c'est normal, mais quand le stimulus est extrême, le cœur brisé, ces catécholamines vont devenir agressives. Donc voilà un petit peu comment quelque chose de fonctionnel, quand il est trop stimulé, peut devenir presque quelque chose de pathologique, ici à cet endroit-là. Petit aparté sur l'insula. Cette insula, ça c'est une aparté complète, mais je ne peux pas m'empêcher, quand on parle de l'insula, de vous parler de cette étude qui a été faite par un ostéopathe italien qui s'appelle Francesco Ceritelli et qui a démontré que les prises en charge ostéopathiques versus fausses prises en charge ostéopathiques avaient une influence sur le cerveau, et notamment une influence sur cette zone du cerveau qu'on appelle l'insula. Dit autrement, sous une forme de conclusion, on peut considérer que l'ostéopathie modifie les perceptions interoceptives de nos patients. Et ça, c'est juste extraordinaire. Il faut savoir que toutes ces zones, l'insula, le cœur, sont bien sûr accessibles à la main de l'ostéopathe, et je pense qu'on peut, pourquoi pas, agir sur ces patients qui ont des troubles fonctionnels entre émotions, manifestation de ces émotions au niveau des viscères. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. 2-3 petites informations quand même autour du cœur, 2-3 petits chiffres, je ne vais pas vous saouler avec les chiffres. Un cœur, en une journée, c'est 100 000 contractions. C'est 7 000 litres de sang qui va transiter par le cœur. Et peut-être l'élément le plus important au niveau du cœur, c'est qu'un cœur, ça mesure 300 grammes, qui correspond à 0,4% du poids du corps. Et cette structure conjonctive, qui représente 0,4% du poids du corps, consomme 12% de l'énergie disponible par le corps. Donc là, c'est quand même quelque chose de très important, et on peut imaginer qu'un cœur qui fonctionnerait moins bien, aurait forcément une consommation plus importante d'énergie. Ça, pour moi, c'est important parce que c'est pas sans faire écho à différents modèles de l'ostéopathie et de la santé ou de la dysfonction ostéopathique, des modèles que vous connaissez, le modèle biomécanique, qui reste un modèle très intéressant, le modèle biomécanique. On manipule une vertèbre qui bouge moins bien, ça bouge mieux. On manipule un viscère qui bouge moins bien, ça bouge mieux derrière. Et puis, on a un phénomène un peu à la mode en ce moment, qui est le modèle biopsychosocial, qui est très bien, hein, le modèle biopsychosocial. Mais je peux pas m'empêcher de dire que mettre l'accent exclusivement sur le modèle biopsychosocial fait des ostéopathes des coachs, les conseillers en lactation, en couchage du bébé, voire même des conseillers matrimoniaux, et je pense que c'est pas le cœur de notre travail. Le cœur de notre travail, c'est quand même de mettre les mains dans le cambouis. Donc on met les mains dans le cambouis, et ce qui est intéressant, c'est que quand on améliore cette fonction cardiaque, ce qu'on va améliorer, c'est finalement cette consommation
de la fonction cardiaque. Et c'est ce qu'on appelle le modèle bioénergétique. Et ça, je pense qu'on est au cœur de l'hémostasie. Donc voilà, je voulais quand même profiter de cette tribune pour tordre le cou un peu à certaines modes ostéopathiques et remettre les lettres de noblesse à l'ostéopathie, qui est ce modèle biomécanique et biopsychosocial. Je vous parle vite fait du cœur, son anatomie. Vous connaissez cette vision habituelle avec effectivement le cœur droit, le cœur gauche. Le cœur droit qui reçoit le sang désoxygéné. Ça passe par l'atrium droit. Ici, on est sur la valvule atrioventriculaire, ventricule droit. Après, ça va être éjecté par le poumon. Puis, ça revient au cœur via l'atrium gauche, etc. Du sang oxygéné. Contraction cardiaque et c'est éjecté via l'aorte. Ça, c'est le système habituel. On a l'impression d'avoir un cœur droit, un cœur gauche. Et donc, si on regarde sur, ça c'est issu de Visible Body, si je vous montre ce cœur ouvert, on retrouve atrium droit, la valvule atrioventriculaire, le ventricule droit, l'artère pulmonaire ici, atrium gauche, ventricule gauche, et l'artère aorte. Ça, c'est assez classique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce cœur, en fait, il n'est pas positionné avec le cœur droit à droite et le cœur gauche à gauche. Il est un peu vrillé dans l'espace. Donc là, je referme le cœur. J'ai créé un axe. Effectivement, ce cœur, on sait qu'il est tourné sur lui-même. Alors, il est incliné sur lui-même dans un premier temps. Donc, cette inclinaison fait que, effectivement, le cœur droit est plutôt en bas et que le cœur gauche est plutôt en haut. Mais ce cœur est également tourné sur lui-même, vous connaissez ça, ce qui fait que, voilà, il tourne de cette manière-là. Le cœur droit est en bas à droite et le cœur gauche est devant, on va dire, et le cœur gauche est en haut à gauche, mais plutôt tourné vers l'arrière. Donc ça, c'est quand même important de bien visualiser que ce cœur, c'est pas quelque chose cœur droit, cœur gauche, mais c'est quelque chose qui va être vraiment vrillé dans l'espace, comme ça. Je voulais juste insister un tout petit peu sur cette idée-là. Un élément qui va nous intéresser sur ce cœur, c'est ce plan qui passe à cet endroit-là, qui est un plan qui va passer par les valvules atrioventriculaires, les valvules cardiaques, les valvules aortiques et pulmonaires, et les valvules atrioventriculaires gauche. Ce plan-là, si je dissèque 2-3 bricoles, là je dissèque les gros vaisseaux, là je dissèque les atriums, et donc on se retrouve qu'avec les ventricules, j'ai enlevé la graisse, j'ai enlevé les coronaires, et donc si je fais tourner ce cœur et que je le regarde par en haut et par l'arrière, voilà ce que je vais observer sur ce sommet du cœur. On retrouve les valvules atrioventriculaires, l'artère aorte et l'artère pulmonaire. Il faut savoir que ce tissu-là, tout ce que vous voyez autour, est constitué d'un tissu conjonctif beaucoup plus dense qu'on appelle le squelette conjonctif du cœur. Je vous ai représenté ce squelette conjonctif du cœur et on voit que ce squelette, effectivement, que tout ce tissu cardiaque ici est pas très contractile, et pas du tout contractile d'ailleurs, mais constitué exclusivement de tissu conjonctif, de fascia de tissu conjonctif. Et ça, cette zone-là, c'est une zone qui est extrêmement dense, extrêmement dure, et qui est palpable par la main. Donc ça, c'était pour cette région supérieure qui est très importante à prendre en compte. Vous connaissez cette notion de péricarde. Là, on a un cœur, on n'a que le myocarde. Ici, on a le péricarde séreux, et ici, on aurait le péricarde fibreux. Et vous rappelez qu'il y a des systèmes d'attache de ce péricarde séreux et de ce péricarde fibreux. Systèmes d'attache, vous les connaissez dans cette dissection. Là, je soulève le cœur. Et là, on va voir les zones de réflexion entre le feuillet pariétal du péricarde séreux et le feuillet pariétal du péricarde séreux. Et donc, on comprend qu'à cet endroit-là, au niveau de ce sommet du cœur ici, on a des zones de relative fixité du cœur. Ça, c'était pour le péricarde séreux. Si je vous parle du péricarde fibreux, vous voyez là, les ligaments vertébro-péricardiques, les ligaments phrénico-péricardiques. Je vous rappelle que ce système-là va servir d'amarrage au cœur. Et petit aparté, ce système d'amarrage du cœur appartient à l'unité conjonctive centrale. J'aime beaucoup cette image aussi qui va nous permettre de comprendre le cœur, ici en violet, avec le péricarde séreux, le feuillet viscéral du péricarde séreux. Ici, la ligne de réflexion, le péricarde fibreux. Ici, on retrouve le méso du cœur. Le cœur a un méso au même titre que les viscères, voilà, qu'on appelle le mésocarde ici. Ce mésocarde met en contact le péricarde séreux avec le péricarde fibreux. Et ce que j'aimerais que vous voyez sur cette image, c'est cette continuité tissulaire, ligament vertébro-péricardique de C6 à T4. On arrive ici sur le sommet du cœur, au niveau de ce fameux mésocarde. Et ici, on est en continuité à la partie postérieure du cœur avec le ligament phrénico-péricardique droit.
Et si je reviens sur cette image ici, de ce fameux partie supérieure du cœur, sommet du cœur, où on retrouve le système, le squelette fibreux du cœur, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les ligaments vertébro-péricardiques ici sont à proximité immédiate de ce squelette fibreux du cœur. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que pendant la contraction cardiaque, donc là, vous allez voir une image de la contraction cardiaque assez simple, vous allez vous apercevoir que tout ce cœur qui est dans ce sac fibreux est mobile, mais vous allez vous apercevoir que cette partie-là est beaucoup plus fixe. Et ça, c'est assez intéressant de comprendre que, regardez, cette partie sommitale ici du cœur est plutôt fixe et qu'en fait, c'est vraiment l'apex du cœur qui est animé de cette mobilité. Donc autrement dit, cette relative fixité de cette partie supérieure du cœur est quand même un garant de bon fonctionnement de la fonction cardiaque. Et donc cette partie du cœur, il faut savoir qu'elle est accessible facilement aux mains de l'ostéopathe. Ici, on peut mettre les mains sur ce cœur, venir sur la tricuspide, la mitrale, la valve aortique, en tout cas l'orifice aortique, et on va sentir parfaitement ce tissu conjonctif ici. Et l'idée, c'est d'avoir une souplesse, une mobilité physiologique à cet endroit-là. Et autre technique intéressante, associer ces trois orifices, tricuspide, mitrale et aortique, en relation avec les ligaments vertébro-péricardiques. D'après moi, cette bonne physiologie entre les ligaments vertébro-péricardiques et le squelette fibreux du cœur est un garant du bon fonctionnement du cœur. Ces techniques-là, elles sont assez connues en ostéopathie, elles sont même présentes sur PubMed. Ici, quand vous rentrez ça, vous avez des publications PubMed. Alors ici, une revue qui n'a pas un gros impact factor, mais au moins on a ça sur PubMed. On a la palpation ostéopathique du cœur, avec une version très lien neurologique. Ils expliquent où il faut mettre le cœur, ils proposent une position de main qu'on peut discuter. Mais sachez que sur PubMed, on parle de techniques ostéopathiques sur le cœur. Une autre, dans une revue qui a un meilleur impact, avec un ostéopathe très connu allemand qui s'appelle Thorsten Liem, qui a proposé une approche du cœur, avec une espèce de protocole ici. Bon là, il approche sa main progressivement, il met la main sur le cœur en relation avec le diaphragme. Là, c'est la technique que je vous montrais tout à l'heure, la relation avec le cœur, les ligaments vertébro-péricardiques. Le lien, pourquoi pas, entre le cœur et l'insula, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on est dans la relation somato-émotionnelle. Et en fait, il a proposé un projet de recherche qui est édité sur PubMed, qui est publié en tout cas, dans lequel il voudrait voir quelle est l'influence de ces prises en charge ostéopathiques, en tout cas ces techniques selon des modalités ostéopathiques versus fausse ostéopathie, sur la variabilité sinusale. Je sais qu'il y en a qui ont des projets là-dessus. Donc ça, pour vous dire que ces techniques que je vous ai présentées là, c'est des trucs connus, qui sont référencés sur PubMed, qui sont assez classiques. Mais je voudrais vous parler d'un autre aspect du cœur, c'est ce fameux cœur hélicoïdal, donc publié en 2001 par un cardiologue espagnol qui s'appelle Francisco Torrent Guasp, qui depuis a été repris, qui a été contredit. Enfin, c'est comme toute personne novatrice un petit peu. Elle a ses détracteurs, elle a les pour, elle a les contre. Voilà, il y a un débat autour de toute animation novatrice. Ça, je vais vous l'expliquer dans un instant. Et donc, je voudrais vous parler de ce cœur hélicoïdal selon Torrent Guasp en vous montrant une vidéo de ce fameux Francisco Torrent Guasp qui va disséquer un cœur. Et son idée, c'est de dire que c'est pas d'un côté un cœur droit et un cœur gauche, mais en fait que le cœur, le myocarde, est une seule et unique bande myocardique qui va être enroulée sur elle-même, et ce que je vous montrais dans cette vidéo-là. J'éteins la lumière, juste peut-être pour voir un peu mieux, c'était l'autre. Ça va comme ça ou pas? Voilà, donc voici Francisco. Donc là, il a un cœur, c'est un cœur de bœuf, mais il faut savoir que c'est exactement la même organisation. Et là, donc ce cœur a été bouilli. Il a été, pour pouvoir assouplir le tissu conjonctif, il nous présente le fait que dans ce cœur, qui est le même chez les mammifères et chez les oiseaux, eh bien, il a proposé d'abord une légère dissection, il a enlevé ce que je vous ai dit tout à l'heure, il a enlevé les atriums, il a enlevé la graisse, il a enlevé les vaisseaux coronaires, et là, il va commencer à disséquer ce cœur à la main, en partant de cette ligne, qui est une ligne intéressante, qui est la jonction, le sulcus, entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Donc voici cette ligne, et là, donc on voit qu'on est à la relation entre le ventricule gauche ici et donc le ventricule droit, et là vous allez voir qu'il va attaquer une dissection directement à la main. Voilà, il la dissèque ici, et en fait il est en train de séparer la jonction entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Voilà, ça va durer 2 minutes.
en tout. Donc il dissèque, vous voyez qu'il dissèque jusqu'à l'artère pulmonaire. Là, c'est l'artère pulmonaire que vous voyez ici. Et donc il dissèque. Et là, il vient de ouvrir finalement le ventricule droit. Donc là, on est sur le bord intérieur du ventricule droit, le mur interne. Et là, ce que vous voyez là, à cet endroit-là, c'est la jonction entre le ventricule droit et ici, la partie postérieure du ventricule gauche. Voilà ce qu'il montre à cet endroit-là. Là, il va retourner le cœur et il va continuer la dissection. Donc il va disséquer cette continuité entre le ventricule droit et le ventricule gauche pour séparer complètement la bande myocardique du ventricule droit et du ventricule gauche. Voilà, il vient de l'ouvrir. Et là, on se retrouve que sur le ventricule gauche. Là, c'était la connexion ventricule droit, ventricule gauche. Donc on voit qu'on est à l'intérieur. Voilà, il continue sa dissection donc jusqu'à l'aorte. Et là, on va se retrouver avec un plan de clivage très intéressant qui est à l'intérieur du ventricule gauche. Il y a un autre plan de clivage et on s'aperçoit que là, il y a deux faisceaux différents. Certains sont orientés à droite et vers le haut, comme ça, tandis que d'autres sont orientés de manière beaucoup plus verticale. Donc on voit que dans le ventricule gauche, il y a deux épaisseurs, deux faisceaux comme ça qui s'entrecroisent. Il va continuer à disséquer ces deux faisceaux qui s'entrecroisent. Et là, il va s'apercevoir qu'en fait, ces deux faisceaux sont twistés, sont enroulés sur eux-mêmes, forment une torsade. Là, il vient d'enlever la torsade, et en fait, il va dérouler la torsade. Et donc, en déroulant la torsade, on se retrouve avec une bande unique, myocardique, depuis l'artère pulmonaire jusqu'à l'aorte, et voilà comment est organisée cette bande unique. Là, il referme le cœur, et regardez de quelle manière, voilà, il va recréer. Ok, donc là, la jonction entre ventricule droit et ventricule gauche. Donc voilà le gros apport de Francisco Torren-Guaspe. Donc si on le merci beaucoup Max. Donc si on le résume ici, on va pas le revoir une deuxième fois. Tac, je suis allé trop vite. Voilà, si on résume la dissection, là, on n'a que les ventricules. Il ouvre le ventricule droit. Il vient dérouler, il dissèque la relation entre le ventricule droit et le ventricule gauche. On se retrouve avec un ventricule gauche qui est torsadé, enroulé sur lui-même. Il est capable de le dérouler ici de cette manière-là. La première image que je vous montrais tout à l'heure, c'est celle-ci. Donc c'est des images qu'on appelle d'IRM par tractographie, qui nous permettent de comprendre l'orientation des fibres. On voit que le ventricule droit que vous voyez ici, avec ici la cavité de ventricule droit, c'est une simple bande, mais on voit ici que dans le ventricule gauche, il y a deux bandes, une bande plus épaisse qui est organisée verticalement, et l'autre qui va être organisée plutôt dans ce sens-là. Quelle est la conséquence de cette organisation tissulaire ? La conséquence de cette organisation tissulaire va se faire sur la forme de la contraction cardiaque. En fait, le cœur, quand il se contracte ici, il va se raccourcir sur lui-même, on l'a vu tout à l'heure, il se raccourcit. Il se resserre, mais surtout, il va faire une rotation anti-horaire dans laquelle la partie supérieure du cœur ici est relativement fixe, mais là, on voit cette rotation anti-horaire de l'apex du cœur lors de la contraction cardiaque. Alors d'après Francisco Torren-Guaspe, on avait une diffusion de l'activité électrique, c'est un peu discuté, mais voilà un petit peu comment ce cœur se contracte avec, je le répète, il se raccourcit, il se resserre et l'apex fait une rotation anti-horaire. Donc ça, c'est du tissu conjonctif. Et en fait, l'idée que je me suis posée, c'est est-ce que cette forme de contraction, est-ce que ce tissu est accessible à la main de l'ostéopathe ? Et donc, j'ai proposé une technique qui permettrait de s'adresser à la totalité de ce tissu cardiaque, dans lequel cette main-là, elle vient se mettre sur le sommet du cœur, donc sur le squelette fibreux du cœur. L'autre main ici, elle vient se mettre sur la pointe du cœur, sur l'apex du cœur. Et l'idée, c'est de voir, soit en tissulaire, soit en technique d'écoute, si ce cœur est capable de se raccourcir, de se resserrer et de créer une rotation anti-horaire. Voilà un petit peu la proposition que je faisais d'une nouvelle technique qui s'adresserait au cœur. Donc, ce modèle de Francisco Torren-Guaspe, il est discuté. Certains pensent que c'est pas une bande. Peu importe. Quoi qu'il en soit, il a quand même défriché certaines choses, Francisco Torren-Guaspe. Et aujourd'hui, il est acquis que l'organisation de la partie endocardiaque et de la partie péricardiaque du ventricule gauche sont des faisceaux qui sont organisés de manière croisée. Et cette notion de cœur, que ce soit selon le modèle de Guaspe ou selon d'autres types de modèles que je vous ai inscrits ici, on se retrouve toujours, malgré tout, avec un cœur qui se raccourcit, qui se resserre, et une rotation anti-horaire de l'apex du cœur.
Pourquoi ce cœur fait ce mouvement-là? On peut se poser la question, mais quel est l'intérêt d'avoir un cœur qui crée cette espèce de mouvement en torsade? Il y a plusieurs intérêts à ça. Le premier des intérêts, c'est de créer des formes de vortex au niveau de la circulation, au niveau de l'hémodynamique cardiaque. Et le premier de ces vortex, il est là, il est au niveau de ce qu'on appelle du sinus de l'aorte. Donc c'est vraiment, on est à la sortie de l'aorte. Et à la sortie de l'aorte, on s'aperçoit qu'il y a un vortex qui se crée, que vous allez observer ici. Donc ça, c'est le flux aortique. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a un vortex qui se crée. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on va le refaire. On va le refaire. Tac, excusez-moi. Voilà, regardez sur les côtés, on a un vortex qui se crée au niveau des parties latérales de l'aorte. Après, l'aorte part comme ça. Figurez-vous que ce vortex ici, il était déjà décrit par Léonard de Vinci. Là, vous avez une dissection par Léonard de Vinci qui décrivait à la sortie de l'aorte un vortex qui se crée à cet endroit-là. Ce vortex, on pense qu'il a un intérêt, c'est de permettre, dans cette espèce de flux artériel extrêmement dynamique, d'avoir une espèce de retour vasculaire ici, qui permet notamment de vasculariser le départ des coronaires. Il faut savoir que le départ des coronaires est juste à cet endroit-là. Donc ce vortex, la présence de ce vortex, permet aux coronaires d'être bien vascularisés. Quand même un petit clin d'œil, ça c'est Léonard de Vinci qui a créé ça 1550 et des brouettes. Bon, c'est vieux, 1550, on pourrait se dire c'est poussiéreux. Mais en fait, Léonard de Vinci avait raison et il a fallu attendre les années 2000 et ces IRM en 4 dimensions pour confirmer ce qu'avait dit Léonard de Vinci. Je pense que c'est quand même un petit message pour ceux qui disent « Ouais, les modèles ostéopathiques, c'est poussiéreux ». Oui, peut-être que c'est ancien, mais c'est pas parce que c'est ancien que c'est pas novateur, et peut-être qu'il faut attendre encore certaines choses pour admettre qu'il y a des choses qui sont dites par les ostéopathes, qui seront peut-être confirmées par la science plus tard. Mais encore faut-il rechercher, et pas faire que des techniques qui sont démontrées, sinon, un, on n'en ferait pas beaucoup, et deux, on n'avancerait pas beaucoup en termes de connaissances. À l'époque, Léonard de Vinci avait créé un espèce de moulage, enfin un truc en cristal. Il va demander à des verriers de créer un espèce de vase qui aurait la forme de ce truc-là. Il avait mis à l'intérieur du vase un mélange d'eau et d'avoine, et il créait un flux à l'intérieur, et il observait à l'intérieur de ce flux que les grains d'avoine faisaient ce mouvement-là. Moi, ça m'évoque un peu Sutherland qui mettait un casque de football américain sur la tête pour créer des compressions. On faisait comme on peut à l'époque où on était. Donc ça, c'était un premier vortex dont je voulais vous parler. Deuxième vortex intéressant, c'est un vortex qui se crée au moment de la contraction cardiaque. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où le cœur se contracte ici, eh bien, le flux à l'intérieur de l'aorte n'est pas unidirectionnel. En fait, il y a un tourbillon qui se crée, et ce tourbillon a beaucoup de vertus, notamment éviter qu'il y ait trop de pression qui s'exerce au sommet, parce que si le sang partait directement là-haut, on aurait des anévrismes qui se créent à cet endroit-là. Et en fait, ce vortex permet à la circulation d'être beaucoup plus harmonieuse. Donc ça a été X fois analysé. Et là, je vais vous montrer une image. Alors, c'est une image un peu commerciale parce que elle est faite par une entreprise japonaise qui commercialise justement des outils d'analyse de ces espèces de vortex. Donc, ce que je vous montre, c'est vraiment plus visuel qu'autre chose. Voilà, c'est joli, mais je pense que ce qu'il faut observer, à un moment donné, là-dedans, vous allez voir la manière dont la contraction cardiaque entraîne un vortex, une espèce de dynamique, dans un sens anti-horaire à l'intérieur de l'artère aorte. Ne m'en demandez pas de... Voilà, c'est un peu stroboscopique, j'espère qu'il n'y a pas d'épileptique dans la salle. Voilà, c'est à ce moment-là. Voilà, on voit le cœur qui se contracte et on voit cette espèce de vortex qui se crée à l'intérieur de l'aorte. Et c'est grâce en fait à la contraction de ce ventricule, de cette torsion, que le vortex se crée à l'intérieur du cœur. Le vortex existe au moment de la contraction, au moment de la systole, mais ce vortex, on a démontré qu'il existait au moment de la diastole. C'est-à-dire que quand le cœur se contracte comme ça crée un phénomène de succion qui attire le sang qui était dans l'atrium gauche, et en fait, ça crée un espèce de vortex qui permet un bon remplissage de ce cœur. Donc, grâce à cette contraction du cœur et au moment de la diastole,
à ce relâchement, eh bien le sang va remplir ce ventricule gauche en créant ce vortex, et puis après au moment de la contraction, le vortex s'inverse et c'est expulsé vers l'aorte. Donc ça c'est extrêmement physiologique, et c'est grâce à cette contraction ça peut se faire. Dernière chose intéressante de l'utilité, on va dire, de cette contraction en spirale du cœur, c'est la notion de fraction d'éjection systolique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la fraction d'éjection systolique. Ben voilà, vous avez une cavité qui s'appelle le ventricule gauche. Si ce ventricule gauche était un simple piston, c'est-à-dire si la contraction se fait, on sait que la contraction permet de diminuer la longueur des fibres de 20%. La logique voudrait que si les fibres se raccourcissent de 20%, eh bien 20% du sang est expulsé. La fraction d'éjection systolique. Or, cette fraction d'éjection systolique n'est pas de 20%, mais plutôt physiologiquement de 60 à 70%. Ça veut dire qu'en fait, cette contraction du cœur et cette spirale, un peu comme une serviette, vous savez qu'on essore, permet à 70% du contenu du cœur d'être expulsé. Voilà le grand intérêt de cette contraction spirale. Ça va ? Quel est l'intérêt sur le plan ostéopathique ? J'ai envie de vous dire que si ce cœur, pour quelle qu'en soit la raison, des raisons tissulaires, des relations somato-émotionnelles, si la contraction de ce cœur n'est pas de bonne qualité, eh bien forcément, pour pouvoir avoir le même résultat sur le plan métabolique, eh bien il va falloir consommer encore plus d'énergie. Et là, vous allez avoir tout un cortège de symptomatologie, de liens métaboliques, cœur faible égale répercussion métabolique, dépense énergétique. Donc, je vous rappelle, 0,4% du poids du corps, 12% de l'énergie consommée. Imaginez que ces 0,4% aient une qualité de contraction. Ce ne sera pas 12% de l'énergie disponible pour avoir les mêmes résultats, ça va être 20, 30, 40%. Demandez aux gens qui ont des pathologies cardiaques, justement, la forme de ces contractions, à quel point la vie est difficile pour eux. Donc voilà un petit peu ce qui pouvait être intéressant à travailler. Je voudrais finir par 2-3 bricoles. Ça, c'est juste une ouverture d'esprit. Quand on commence à s'attaquer au cœur, on pensait tout connaître sur le cœur. On pensait que c'était vraiment une des spécialités médicales les plus connues, les plus... Eh bien, on s'aperçoit que on a quand même des modèles de compréhension différentes du cœur. Je pense que vous avez tous l'idée que le cœur, c'est une pompe qui comprime le sang et que cette compression permet d'envoyer le sang sur la totalité du circuit. C'est un peu l'image que tout le monde a. Je me trompe? Or, c'est complètement impossible. Le cœur, il faut savoir que le réseau vasculaire qui est en aval du cœur, il faut savoir que ça mesure 3 fois le tour de la Terre. Comment voulez-vous qu'une petite pompe de 300 grammes puisse propulser du sang qui fasse 3 fois le tour de la Terre? D'autres chiffres. Le cœur, regardez le volume que ça fait, eh bien c'est comme si toute la surface de connexion du cœur, c'était un terrain de foot. Comment voulez-vous qu'un cœur puisse diffuser le sang sur tout un terrain de foot, puis surtout faire revenir le sang du terrain de foot jusqu'à la petite pompe? Il faut savoir que les petits vaisseaux ici ont un calibre qui est inférieur au calibre des hématies. Ça veut dire qu'un hématie, un globule rouge, quand il doit circuler, il faut qu'il se déforme pour pouvoir passer à l'intérieur. Comment voulez-vous qu'un petit cœur de 300 grammes puisse déformer 4 milliards d'hématies pour les faire passer à l'intérieur? C'est juste impossible. Donc ce modèle classique, conventionnel, d'une cœur qui serait une pompe poussante qui propulse, il est suranné. On a d'autres modèles qu'on doit à Branko Firth, je vous conseille, c'est très intéressant, qui est un anesthésiste spécialisé en cardiologie. Et lui, il s'est retrouvé face à des choses un peu bizarres. Il se retrouvait avec des patients qui avaient des problèmes cardio. Et il y a des patients, on leur donnait des vasodilatateurs, ils allaient mieux. Et au contraire, d'autres, on leur donnait des vasodilatateurs, ils allaient moins bien. Et puis, on donnait des vasoconstricteurs, ils allaient mieux, et d'autres, on donnait des vasoconstricteurs, ils allaient moins bien. Donc, il n'y avait pas de logique autour de ça. Il a proposé un modèle alternatif, qui est un modèle qui serait que, en fait, le sang est par lui-même animé d'un mouvement. En fait, le sang est mobile par lui-même, sans même besoin de pompe. D'ailleurs, le sang circule dans l'embryon avant même que le cœur existe, et que les battements cardiaques. Donc, le cœur circule. Le sang circule. Vous avez des animaux qui n'ont pas de cœur.
ils ont un système comme ça, où donc c'est des poissons, qu'on appelle des poissons fer de lance, peu importe. Ils n'ont pas de cœur, et ils ont une communication entre leurs branchies et leur système. Et puis, quand les besoins d'oxygène sont importants, vous avez des poissons qui, eux, ont un seul ventricule et une seule oreillette. Et puis, vous avez d'autres, les amphibiens, ils ont un atrium, enfin, peu importe. C'est vrai qu'en fonction des besoins, on va pouvoir développer ce système-là, qu'on retrouve chez les mammifères, 2 ventricules, 2 oreillettes. Mais, quoi qu'il en soit, il a émis une autre hypothèse qui serait que les globules rouges, quand ils sont désoxygénés, ils vont avoir une influence sur l'épithélium sanguin, sur les vaisseaux sanguins, et ces sangs désoxygénés, il va provoquer des déformations au niveau de ces épithéliums, comme des contractions au niveau de cet épithélium. Et en fait, cet épithélium, il serait plutôt contractile, en fait, comme si il était animé d'un péristaltisme. Et c'est ce péristaltisme de l'épithélium qui anime le sang. Et en fait, le cœur n'est là que pour dynamiser un petit peu ce péristaltisme qui existe déjà. Ça, c'est plus logique, déjà. Et puis, vous avez d'autres modèles hyper intéressants, toujours liés à Branco-First, qui est de dire que le cœur, quand il se contracte, en fait, il n'est pas là que pour propulser le sang à l'intérieur. Il a un phénomène qu'on appelle un phénomène de Bélier. Alors, vous vous intéresserez, si vous voulez, au phénomène de Bélier. En fait, il est de dire qu'en fait, le sang, il arrive, vaille que vaille, grâce à cette espèce de mobilité intrinsèque, il arrive dans l'oreillette, il arrive dans l'atrium. Et en fait, la contraction cardiaque ne sert pas tant à propulser le sang, mais sert, en fermant les valves, à provoquer ce qu'on appelle un effet Bélier. Vous savez, quand vous fermez votre robinet, quand votre machine à laver s'arrête d'un coup, boum, ça fait ça dans la canalisation. Pourquoi ? Parce que ce sang, grâce à sa mobilité intrinsèque, est animé d'un mouvement. Et en fait, pour dynamiser ce mouvement, il ne faut pas tant le pousser encore plus. Il suffit parfois de l'interrompre et de le réouvrir pour que ça dynamise le sang. C'est quand même intéressant, ce modèle un peu différent. Qu'est-ce que ça a comme impact sur le plan ostéopathique ? Je vous donne mon avis. Donc cette fameuse technique, je trouve qu'elle est très intéressante, elle est très utile. Mais je pense que quand on traite le système l'hémodynamique, quand on traite le cœur, enfin l'hémodynamique en général, certes c'est intéressant de s'occuper du cœur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais je crois qu'on peut pas s'empêcher d'aller traiter la totalité de cette hémodynamique, traiter par exemple le poumon, traiter les carotides, ici traiter une aorte, ici traiter, je sais plus ce que je voulais faire, je crois que c'était le foie, peu importe, une artère hépatique. Ici, traiter une artère mésentérique inférieure. Ici, traiter une artère iliaque primitive. Et je pense qu'on ne peut pas non plus, quand on s'occupe de l'hémodynamique, s'occuper que de la pompe, si tant est que ça en soit une, que du système artériel, mais il faut aussi prendre en compte le système veineux avec le système cave supérieur, le système cave inférieur, le système azygos, le système porte. Je vous remercie de votre attention. Merci Florent, très intéressant. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Je ne sais pas s'ils doivent m'inquiéter ou pas. Trop complexe. C'est quoi le rapport avec Marianne ? Oui, j'ai la même. Tu peux pour Marianne, quoi. Est-ce que tu peux quelque chose pour Marianne ? Alors, Marianne, elle est morte. Ouais. Marianne, elle est morte. Elle n'est pas morte d'un problème cardiaque, elle est morte d'un cancer du sang. Elle est morte de leucémie. Ok. Mais du coup, ouais. Ça vous étonne ? Pas du tout. Ça ne m'étonne pas. Bon, c'est une aparté, c'est une autre affaire. Okay. Mais donc voilà, syndrome du cœur brisé. Voilà, elle a eu ce problème cardio traité aux urgences, elle s'en est plus ou moins remise, mais elle ne s'en est jamais complètement remise de là. Mais je crois qu'on ne se remet jamais vraiment, voilà, a priori, on ne va pas comprendre. Et moi j'avais une question, qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire ces recherches-là et à réfléchir à cette technique ? Parce que les techniques initiales te convenaient pas complètement, j'imagine. Après, c'est peut-être mettre les mains sur un cœur, faire des techniques sur les ligaments vertébraux péricardiques, et puis de se dire, j'ai un manque, quoi. Je sens comme quelque chose. J'ai l'impression de traiter le ligament vertébrocardique. Puis il y a ce petit morceau là qui est brinque-ballant là, etc. Et pourquoi je m'y intéresserais pas, quoi, en fait. C'est un peu ça. Et donc voilà, je m'y intéresse, je pose mes mains, j'essaie de sentir, et puis tu sens, et puis tu fais des recherches pour essayer de donner du sens en fait à ce que tu retrouves. Et on a quand
quand même cet outil merveilleux aujourd'hui qui est PubMed et qui est Internet, etc., qui nous permet, tout seul dans notre petite chambre ou n'importe quoi, d'avoir une fenêtre sur le monde, et avec un esprit critique. Il faut avoir un esprit critique sur ce qu'on lit, sur ce qu'on lit pas, sur les anti-sciences, les pro-sciences, etc. Et quand même se dire, écoute, il y a des choses qui sont dites, et moi je peux pas m'empêcher en tant que, c'est d'abord la curiosité d'ostéopathe, c'est de voir à chaque fois que je lis quelque chose, est-ce que ça a un impact ostéopathique ou pas, et puis et pas avoir d'idées préconçues en disant c'est pas prouvé donc c'est pas vrai, mais quand même à chaque fois dire ah tiens ça m'intéresse, moi la motilité de l'encéphale, voilà, c'est comme de dire mais non, les sacroiliacs bougent pas. Aujourd'hui les sacroiliacs bougent pour tout le monde. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Et après tu mets les mains, tu mets en place des techniques, puis tu regardes si tu es satisfait, pas satisfait. Il faudrait, si vous avez de la vraie recherche, mettre ces techniques à l'épreuve de la science et voir si ce que je dis c'est des conneries ou pas des conneries. Des bêtises ou pas des bêtises, pardon les enfants. Moi j'ai une question sur les dysfonctions. Est-ce que comment tu as remarqué les dysfonctions? Comment tu les as nommées? Comment tu les as... c'est vraiment... Alors, deux options. Soit tu es vraiment dans un test d'écoute, mais s'il me parle pas trop, j'aimerais que vous ayez en tête que je ne sens pas la contraction cardiaque. Je ne sens pas si la contraction cardiaque est de qualité ou pas de qualité. Ça va trop vite. À 60 Hz, c'est pas possible. Tu ne sens pas la contraction cardiaque. Par contre, voilà, j'ai posé mes mains sur cette structure, j'ai empilé pour avoir la conviction d'être sur le cœur. Moi, ça me pose pas de problème d'empiler un péricarde et de me dire que je suis sur le cœur. Voilà, c'est comme d'empiler un abdomen pour trouver sur un intestin grêle. J'ai pas de barrière conceptuelle à l'idée de me dire que je suis sur le cœur. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai testé cette capacité du cœur à se raccourcir, à se resserrer. Et j'ai rajouté ce troisième élément que j'ai compris plus tard de cette rotation anti-horaire pour voir si ça avait cette capacité. Et parfois, je trouve que ça se raccourcit moins bien, que ça se resserre moins bien, que ça se raccourcit. Qu'il y a suffisamment de rotation horaire, mais anti-horaire, mais pas assez de rotation horaire, ou l'inverse, quoi. Voilà un petit peu. Et donc, je pars des techniques plutôt directes sur le cœur, voilà, peut-être parce que ça bat tellement vite que les techniques indirectes sont moins utiles, alors que je prône en général les techniques indirectes. Eh bien, j'essaie de redonner de la mobilité à cette structure conjonctive qu'est le myocarde. Et c'est hyper intéressant dans les précordialgies parce que je pense que ça améliore la vascularisation des coronaires. Je pense que c'est intéressant sur la somatisation de nos émotions, alors sans aller jusqu'au Takotsubo, mais en allant sur des gens qui ont des oppressions cardiaques dans un contexte émotionnel. Je pense que dans le contexte des sportifs, c'est hyper intéressant parce que le sportif, en fait, la fraction d'éjection systolique, elle est toujours la même, que tu sois sportif ou pas sportif, quoi. Et par contre, donc tu améliores cette qualité tissulaire. Il semblerait que chez les sportifs, on améliore la qualité du remplissage, en fait. C'est assez rigolo, quoi. En fait, le cœur, il se contracte très fort pour mieux se remplir derrière, quoi. Tu vois, le sportif, la contraction cardiaque ne va pas dynamiser, mais va permettre finalement de se remplir plus vite. Et d'avoir un gros delta entre le rythme cardiaque au repos et le rythme cardiaque à l'effort. C'est ça l'intérêt du sportif, quoi. Et juste pour la suite, t'as remarqué une différence après le traitement par exemple, sur la fréquence cardiaque ou sur... Non, j'ai pas fait, sincèrement. Voilà. Je pense que, si on pouvait utiliser la fréquence cardiaque, la variabilité sinusale, si on pouvait mettre ça en relation avec un ressenti qualitatif de gens sportifs de haut niveau qui vraiment vont solliciter la fonction cardiaque dans des conditions de froid, dans des conditions, etc. Je pense que ça vaut le jus, clairement. Ça vaut le jus. Lucille ? Lucille ? Mais je ne l'ai pas fait parce que je suis un flémasson. Est-ce que tu parles de pathologie, d'anamnèse particulière, est-ce que tu l'as déjà testé chez des enfants ou des bébés avec des pathologies cardiaques ou autres? Ouais. Et alors? Eh bien, après, vous avez un article qui est très intéressant, que j'ai cité là, qui cite toutes les conséquences... Non, c'est l'inverse. Qui va citer toutes les pathologies cardiaques possibles et imaginables, et qui regarde en fonction des pathologies quels sont les impacts sur la motricité du cœur. Donc tu peux prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire mettre les mains sur ce cœur, voir si tu améliores la qualité conjonctive, et tu regardes si ça corrobore ce qu'avait dit cet article. Voilà, ça peut être intéressant. Oui, des patients qui ont alors, je vais nuancer, je vais mettre juste une petite mise en garde. Donc oui, sur des patients qui ont des pathologies cardiaques congénitales, etc., c'est hyper intéressant. Il faut savoir que les valvulopathies exposent énormément à des problématiques autour de cette motricité du cœur en général.
Je mets en garde contre le matériel endocavitaire. Les stents, je pense que ça ne me pose pas de problème, mais il y a des parapluies un petit peu plus gros à l'intérieur. C'est quand même des techniques assez puissantes, hein. Il faut aller dans les tissus. Quand il y a du matos à l'intérieur du cœur, je mets des gants. Enfin, des gants, c'est une expression. Maëlys ? J'allais demander s'il y avait des indications, mais tu en as parlé, et surtout des contre-indications à la technique que tu as proposée. Voilà, je pense que alors les contre-indications, c'est du matériel endo, voilà. Après, je pense que sur des pathologies vraiment dans lesquelles l'hémodynamique est extrêmement perturbée, une phlébite, une embolie pulmonaire, des problèmes vraiment aigus, on va dire, en termes, voilà, qui impactent l'hémodynamique. J'aurais tendance là aussi à mettre des gants sur toutes ces techniques qui, en améliorant certaines fonctions, parfois il faut faire attention à pas améliorer trop certaines fonctions. Voilà. Et typiquement l'hypertension, par exemple ? Ah non, mais l'hypertension, c'est capital de comprendre ça. Mais ça, l'hypertension, je pense que sur le plan ostéopathique, c'est important l'hypertension d'avoir une vision d'ensemble, de globalité de l'hypertension. C'est quelque chose de très transversal, l'hypertension. Il n'y a pas une causalité à l'hypertension. Et je pense que c'est intéressant l'ostéopathie dans ce contexte d'hypertension parce que ça permet de prendre cette hémodynamique dans une globalité. Est-ce que j'ai des résultats ? Je suis incapable. Sur le plan de la tension, non. Je pense avoir des résultats sur le plan de l'homéostasie générale, de la meilleure voix, ou du vécu des émotions, ou une diminution des précordialgies, etc. Sur des choses qui sont, pour moi, facilement identifiables. Mais le reste, il faudrait faire de la recherche. Mais je suis flémasson. Mathilde. La technique dont tu parles, avec la position de main dont tu as parlé, les mouvements que tu as décrits, ouais. Tu mets quoi en place exactement ? C'est de la mécanique, tu appuies sur les tissus, c'est du tissulaire ou c'est du fascia plutôt et tu as un steel point ? Alors, je pense que j'ai adapté ces techniques. Ce que je vous disais, c'est que je suis plutôt un adepte des techniques indirectes sur le fascia. Or là, j'ai tendance à mettre en place des techniques directes. Voilà, ça s'est fait de manière intuitive. Là, l'explication que j'en donne, qui est complètement... voilà, qui sans preuve et qui est complètement subjective, c'est que ça bat tellement vite, quoi, en fait, que je pense que l'écoute pure, ça te laisse pas le temps, quoi. La fréquence cardiaque te laisse pas le temps d'avoir une vraie sensation tissulaire, voilà. C'est un peu moins. Et donc j'ai tendance à mettre, voilà. Après la technique, bon, elle est petite là, mais j'ai la main sur le squelette. Le squelette conjonctif. Donc là, vraiment, j'empile les structures jusqu'à arriver jusqu'au squelette. J'ai traité les ligaments vertébraux péricardiques s'il faut. J'ai travaillé la relation entre les ligaments vertébraux péricardiques et le squelette du cœur. Et après, j'ai vraiment cette main-là presque libre, mais comme le cœur est libre, quoi, tu vois, comme si le cœur il était fixé là. Et après, bah, il est libre. Alors, il est libre, mais il est contraint par sa contraction. Il se raccourcit, il se resserre, et il fait cette rotation anti-horaire ici. Et donc, avec cette main-là, j'empile et je regarde cette capacité du cœur à faire notamment cette rotation, parce que je pense que c'est le paramètre de rotation qui est le plus important. Mais j'étudie les autres paramètres aussi. J'ai répondu, Mathilde ? Oui. Ouais. Donc, pas tant d'écoute que ça, mais plus une technique plus active, celui-là. Merci. Merci. Et pour le reste des traitements, parce les autres que là, techniques ? oui, voilà, parce que pour tout le reste du stade de foot, ouais. Tu utilises quoi comme technique ? Bah, le stade de foot, il est là, hein. Ça, c'est le stade de foot. Et bah, c'est marrant, tu reconnais, tiens, on dirait... tu vois, tu me reconnais, non ? Tu vois, et en fait, bah, c'est ça. En fait, ce réseau artériel, bah, il est partout, c'est du fascia. Hein. Je vous rappelle que le sang, c'est du fascia. Bah, vous voyez que bah, quand on met la main là, bah, on met la main sur du fascia. Quand on met la main, on met là sur du fascia, sur du tissu conjonctif. Et bah, tu mets ta main et tu regardes si ce tissu-là a cette capacité de déformation, de contractilité, etc. Avec... ça, j'en ai parlé pour les 5e années, là. Avec un énorme avantage, c'est que il y a beaucoup d'endroits où cette structure-là est pulsatile sous ta main. Donc, tu sais que tu es au bon niveau parce que tu sens cette pulsation sous ta main. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà.
On te remercie énormément, Florent, pour cette présentation. Ce modèle sur lequel tu t'appuies, il est extrêmement intéressant et passionnant. Est-ce que c'est venu la mise en place, la mise en application suite à l'étude de ce modèle, appuyé sur des ouvrages scientifiques, est-ce que c'était au départ une volonté de casser un peu cette ambiance où nous ne faisons pas que de l'evidence-based practice, ou alors c'était venu vraiment dans la passion que tu as pour le système conjonctif et sur le fascia, et notamment les applications sur le cœur? Alors, j'ai une passion pour le fascia, ça c'est une certitude, mais la passion ça suffit pas, quoi. Et j'ai vraiment fait l'effort de référencer tout ce que je vous disais. C'est-à-dire que fut un temps, si j'avais pas eu à faire de présentation, j'ai envie de vous dire, et c'est un tort, hein, je lis, je laisse mon cerveau faire la part des choses et voilà, et faire son travail. Mais aujourd'hui, vu les attaques que subit l'ostéopathie, notamment sur l'evidence-based practice, et les attaques qui sont pas complètement infondées, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi, il y a pas de raison d'imposer et d'affirmer les choses. Il faut aussi partir de preuves, de bases, de choses référencées. Et vous avez vu que j'ai mis à chaque fois, j'ai mis un petit encadré avec les références bibliographiques voilà, comme quand tu fais un mémoire ou comme quand tu fais un ouvrage scientifique où tu n'affirmes rien, tu utilises des références et pour pouvoir amener juste ta petite pierre à l'édifice. Moi, ma petite pierre à l'édifice, et je suis pas sûr que ce soit ma petite pierre à l'édifice parce que je suis sûr qu'il y a d'autres ostéopathes et je pense que Alain pourrait en parler. C'est juste de rajouter, voilà, cette petite technique là, quoi. Voilà. Voilà. Je rajoute une technique et puis je rajoute ma compétence d'ostéopathe. C'est pas la compétence de Florent, c'est comment l'ostéopathie nous transforme. Et l'ostéopathie nous transforme en des personnes qui ont cette capacité de comprendre la transversalité, d'être capable simplement de dire c'est pas c'est faux, c'est pas c'est vrai, c'est ok, j'ai quelque chose qui est présenté, je porte un regard particulier autour de ça, et comment cette petite nouveauté ou cette petite information que j'ai, comment je la réintègre dans la totalité de ce que je comprends de l'organisme, quoi. Et ça vient de l'ostéopathie, ça vient pas c'est l'ostéopathie qui nous offre ça. Et je pense que tous les étudiants qui sont là, je pense que vous devez avoir conscience que pendant ces 5 ans, votre cerveau va se transformer pour devenir non plus des gens linéaires, mais des gens qui ont cette capacité à voir la transversalité. Bien, en tout cas, vue de l'extérieur, le travail que tu as fourni, ça n'a rien à voir d'un Flémençon, en tout cas. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci Marius. Super intéressant. Merci Marius.